Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Dans les prochaines minutes, je vais expliquer comment une seule nuit de feu hypersonique a exposé les limites des défenses aériennes, de la projection de puissance américaine et du vieux mythe de la domination incontestée. Au cœur de la nuit du 1er mai, journée internationale des travailleurs, le Moyen-Orient a été secoué par la frappe la plus dévastatrice du XXe siècle. Ce qui s'est produit ensuite restera dans les mémoires comme le moment où l'ancien ordre a été embrasé. Et aucun slogan de podium à la Trump ne pouvait faire passer cet incendie pour une situation sous contrôle. Sans avertissement, l'Iran a lancé 4400 missiles hypersoniques Fatah 1, une tempête rugissante de morts à Mach 15 qui a illuminé le ciel comme la fin des temps. Leur cible principale était le quartier général frontalier lourdement fortifié de la 91e division, le centre névralgique stratégique chargé de protéger toute la frontière nord d'Israël. Le résultat a été apocalyptique. Le bunker de commandement a été pulvérisé dans une série d'explosions cataclysmiques. Des commandants et des membres d'état-major d'élite israéliens ont subi des pertes massives, avec plus de 340 morts et plus de 620 blessés rien que dans la première vague. Le complexe du quartier général est en ruine, réduit à des cratères fumants et à des barres d'armature tordues. Au-delà du bilan humain, les destructions matérielles sont vertigineuses. Plus de 180 véhicules blindés avancés et chars ont été détruits au sol. Des centres logistiques essentiels contenant plus de 8 milliards de dollars en munitions de précision, dépôts de carburant et pièces de rechange ont été complètement vaporisés. Des réseaux de radars de défense aérienne et des systèmes de communication valant des centaines de millions ont été anéantis en quelques minutes. Les premières estimations évaluent les dégâts directs totaux à un montant écrasant de 2 milliards de dollars, tandis que les pertes économiques secondaires continuent de grimper d'heure en heure. Les légendaires défenses multicouches d'Israël, le Dôme de fer, la Fronde de David et Arrow 3 ont tiré désespérément, mais ont été totalement saturés et débordés. Moins de 40% de l'essaim hypersonique entrant a été intercepté. Le reste a frappé sa cible avec une précision terrifiante, exposant les limites fatales même des technologies occidentales les plus coûteuses. Apparemment, les meilleurs systèmes jamais construits doivent encore obéir aux mathématiques, même quand la rhétorique de campagne tente de négocier avec la physique. Ce soir, Israël n'est pas simplement attaqué. Israël vacille sérieusement. Sa frontière nord est exposée. Sa confiance militaire a été brisée en une seule heure impitoyable de feu et de fureur. C'était plus qu'une opération militaire. C'était une déclaration audacieuse et calculée qui a tout changé. Un moment où la détermination, le nombre et la vitesse hypersonique ont vaincu des milliards investis dans des défenses sophistiquées et des décennies de supériorité stratégique. Les incendies font encore rage. Le monde regarde dans un silence sidéré, et plus rien ne sera jamais comme avant. L'histoire s'écrit dans le feu ce soir. La nuit du 1er mai restera dans l'histoire militaire comme l'une des attaques de saturation les plus efficaces jamais exécutées. À précisément 2h17, heure locale, l'Iran a lancé l'opération Tempête de Fureur. Dans un barrage soigneusement orchestré qui n'a duré que 47 minutes, les forces iraniennes ont déclenché 4400 missiles hypersoniques Fatah, un en vagues rapides et superposées. L'objectif principal était parfaitement clair. La destruction complète du quartier général frontalier de la 91e division des forces de défense d'Israël, situé dans le secteur nord critique surplombant le Liban et la Syrie. Ce n'était pas une frappe aléatoire. La 91e division constitue la pierre angulaire de la stratégie de défense du nord d'Israël, coordonnant la surveillance frontalière, les forces de réaction rapide, l'appui d'artillerie et les opérations de renseignement dans toute la région de Galilée. L'attaque s'est déroulée en 3 phases dévastatrices. La première phase était la vague de suppression. Dans les 12 premières minutes, 1200 missiles Fatah ont visé les installations radar extérieures, les systèmes d'alerte avancés et les batteries de missiles solaires. Les planificateurs iraniens ont délibérément saturé le ciel pour submerger le réseau de défense aérienne multicouche d'Israël. Les systèmes Dôme de fer, Fronde de David et Arrow 3 ont réagi frénétiquement, lançant plus de 1800 missiles intercepteurs. Pourtant, le volume pur et la vitesse hypersonique de la menace entrante ont rendu la plupart des intercepteurs inefficaces. Seulement 38% de la première vague a été neutralisée avec succès. La deuxième phase était l'assaut principal. De la 13e à la 32e minute, 2200 missiles ont frappé le cœur du complexe du quartier général. Des bunkers de commandement profondément enterrés, des centres de communication renforcés, des dépôts de munitions et des parcs de véhicules ont été touchés avec une précision terrifiante.
Plusieurs impacts directs ont provoqué des explosions secondaires qui ont éventré l'installation. Des témoignages oculaires décrivent des sections entières de la base soulevées dans les airs par la force des explosions. La troisième phase était le nettoyage et la paralysie. Dans les 15 dernières minutes, les 1000 missiles restants ont ciblé les infrastructures de soutien, les réserves de carburant, les convois logistiques, les dépôts de réparation et les concentrations de troupes de réserve dans un rayon de 25 km. Cette vague finale a garanti que toute tentative de rétablissement rapide serait paralysée dès le départ. Le coût humain a été catastrophique. Des sources militaires israéliennes, qui peinent encore à fournir des chiffres officiels, confirment qu'au moins 340 soldats et officiers ont été tués instantanément à l'intérieur du quartier général. Quelques 620 autres ont été grièvement blessés, beaucoup souffrant de blessures qui changeront leur vie, causées par le souffle des explosions et l'effondrement des structures. Parmi les morts figuraient plusieurs commandants de brigades de haut rang et des officiers supérieurs du renseignement responsables des opérations dans le Nord. La perte de dirigeants expérimentés en une seule nuit est décrite par des analystes comme un coup générationnel porté aux forces de défense d'Israël. Les pertes matérielles sont tout aussi stupéfiantes. Plus de 180 chars de combat principaux et véhicules blindés de combat ont été détruits ou lourdement endommagés alors qu'ils étaient stationnés dans des enceintes renforcées. Plus de 8 milliards de dollars en munitions à guidage de précision, dont des missiles Spike, des obus d'artillerie et des drones avancés, ont été consumés dans des explosions secondaires. Des dépôts de carburant contenant environ 4 millions de litres de carburant aérien et terrestre ont explosé en gigantesques boules de feu visibles à des dizaines de kilomètres. Des réseaux radars et de guerre électronique essentiels, valant des centaines de millions, ont été réduits à de la ferraille fondue. Les centres de communication et les stations de liaison satellites ont été anéantis, laissant temporairement les forces israéliennes dans le nord aveugles et sourdes. L'infrastructure logistique a pu être subi le coup le plus lourd. Les principaux entrepôts d'approvisionnement de la division, contenant des pièces de rechange pour des centaines de véhicules, des fournitures médicales et des rations d'urgence, ont été complètement effacés. Des ateliers de réparation capables d'entretenir quotidiennement des dizaines de chars et d'aéronefs sont maintenant en ruine. Les premières évaluations suggèrent que la 91e division a perdu entre 65% et 75% de sa capacité opérationnelle immédiate. Les conséquences stratégiques dépassent largement une seule base. Toute la posture de défense du nord d'Israël a été gravement compromise. Les postes d'observation frontaliers ont perdu leur coordination en temps réel. Les délais de réponse de l'artillerie ont augmenté de façon spectaculaire. Les routes de renfort rapides sont désormais vulnérables à des frappes de suivi. Pour la première fois dans l'histoire moderne, une grande formation militaire israélienne a été neutralisée fonctionnellement en moins d'1 heure par un adversaire non nucléaire. Ce n'était pas de la chance. C'était le résultat d'une planification méticuleuse, de plusieurs années de développement hypersonique et d'une stratégie délibérée combinant quantité écrasante, vitesse de pointe et grande manœuvrabilité. Les missiles Fatah 1 ont démontré leur capacité à échapper à la détection, à modifier leur trajectoire en plein vol et à frapper avec une précision chirurgicale, même contre les systèmes de défense aérienne, occidentaux les plus avancés que l'argent puisse acheter. Alors que les équipes de secours continuent de tirer des survivants des décombres et que les incendies ravagent encore le complexe dévasté, un fait reste indéniable. Dans la nuit du 1er mai, l'équilibre militaire au Moyen-Orient a basculé de façon spectaculaire. Un nouveau précédent a été établi, un précédent qui forcera chaque grande puissance à reconsidérer ses hypothèses anciennes sur la supériorité technologique et l'invincibilité sur le champ de bataille. La fumée ne s'est pas encore dissipée. L'ampleur complète des dégâts est encore en cours d'évaluation. Mais une chose est déjà certaine. Le quartier général frontalier de la 91e division, autrefois symbole de la force israélienne, se dresse maintenant comme un monument en flammes à une nouvelle ère de guerre beaucoup plus dangereuse. Au cœur de cette nuit historique se trouve une arme qui a changé pour toujours les règles de la guerre moderne. Le missile hypersonique Fatah 1. L'Iran n'a pas simplement tiré des roquettes. Il a libéré une nouvelle génération de terreur de précision qui a exposé les vulnérabilités même des systèmes de défense occidentaux les plus avancés. Le Fatah n'est pas un missile balistique ordinaire. C'est un véritable véhicule hypersonique capable d'un vol soutenu à des vitesses comprises entre Mach 13 et Mach 15, soit environ 16 000 à 18 000 km à l'heure. À ces vitesses, un missile peut parcourir la distance entre les sites de lancement iraniens et le nord d'Israël en environ 6 à 8 minutes. Plus important encore, il manœuvre de façon agressive tout au long de sa trajectoire de vol, surtout pendant la phase terminale, ce qui rend presque impossible pour les intercepteurs traditionnels de calculer une solution d'interception précise. Ce qui rend le Fatah véritablement révolutionnaire, c'est son développement entièrement indigène. Malgré des décennies de sanctions internationales sévères,
Les ingénieurs iraniens ont maîtrisé la physique complexe du vol hypersonique, les matériaux composites avancés capables de résister à une chaleur extrême et des systèmes sophistiqués de guidage inertiel associés à des chercheurs terminaux assistés par intelligence artificielle. Le missile comporte un véhicule de rentrée manœuvrable capable d'effectuer des trajectoires d'évitement en zigzag à des vitesses hypersoniques, combiné à une technologie de faible signature radar qui complique encore davantage la détection. Lors de l'opération du 1er mai, les 4400 missiles tirés étaient des variantes du Fatah 1. Leurs ogives vont de 450 kg à 700 kg, transportant des charges explosives à fragmentation optimisée pour détruire des bunkers renforcés et des cibles de zone. Plusieurs rapports suggèrent qu'une partie transportait des ogives pénétrantes spécialement conçues pour vaincre des centres de commandement profondément enterrés, exactement ce qu'il fallait pour fissurer les installations souterraines renforcées de la 91e division. Je compare cela à l'arsenal défensif d'Israël. Le dôme de fer excelle contre les roquettes à courte portée, mais il peine face aux attaques de saturation impliquant des menaces hypersoniques. La fronde de David et Arrow 3, bien qu'avancées, ont été principalement conçues pour des missiles balistiques plus lents. Face à un adversaire lançant simultanément des milliers de cibles manœuvrantes ultra rapides, même les meilleurs systèmes deviennent mathématiquement débordés. Cette nuit-là, le taux de réussite des intercepteurs israéliens est tombé sous les 38%. Malgré le lancement de près de 1800 missiles défensifs à un coût de plus de 2 milliards de dollars dans un seul engagement, l'asymétrie économique est saisissante. Chaque Fatah 1 est estimé coûter entre 250 000 et 450 000 dollars américains à produire. En comparaison, un seul intercepteur Arrow 3 coûte environ 5 à 4 millions de dollars, tandis que les projectiles de la fronde de David coûtent environ 1 million de dollars chacun. L'Iran a effectivement forcé Israël et ses alliés à entrer dans une guerre d'attrition financière qu'aucun budget de défense ne peut soutenir à long terme. 4400 missiles hypersoniques relativement peu coûteux ont submergé des systèmes valant des dizaines de milliards. C'est le genre de facture que même une conférence de presse à la Trump aurait du mal à rebaptiser en rabais. Au-delà de la performance brute, le Fatah représente quelque chose de plus profond. La philosophie iranienne d'autonomie. Alors que de nombreux pays dépendent de technologies étrangères et de composants importés, l'Iran a développé cette capacité presque entièrement sur son territoire. Les moteurs fusées à combustible solide, l'avionique avancée, les matériaux résistants à la chaleur et les algorithmes de guidage ont été créés sous de lourdes sanctions, prouvant que la détermination et l'investissement ciblé peuvent surmonter les blocages technologiques. Ce succès ne s'est pas produit du jour au lendemain. Les programmes de missiles iraniens ont évolué grâce à des décennies de percées graduelles, depuis la série Shahab jusqu'au Sejil, puis enfin jusqu'à la famille hypersonique Fatah. La frappe du UNER démontre non seulement la maturité de la technologie, mais aussi celle de la doctrine opérationnelle iranienne. Des barrages de saturation massifs combinés à une livraison hypersonique de précision pour paralyser les réseaux ennemis de commandement et de contrôle. Les implications vont bien au-delà de ce seul conflit. Les pays qui observent cet événement, de la Russie et de la Chine, jusqu'aux petits États cherchant des avantages asymétriques, voient maintenant un modèle éprouvé pour défier des forces conventionnelles supérieures. Les armes hypersoniques réduisent le temps d'alerte, battent les boucliers antimissiles coûteux et rétablissent la primauté de l'offensive sur la défense. Dans la guerre moderne, l'Iran a montré au monde que la souveraineté technologique compte, alors que ses adversaires investissent des milliards dans des systèmes raffinés et plaqués or. L'Iran s'est concentré sur le nombre, la vitesse, la survivabilité et l'efficacité des coups. Le résultat était pleinement visible une seule frappe coordonnée qui a neutralisé une division israélienne de premier plan, détruit des milliards en équipements avancés et infligé des pertes dévastatrices en moins d'une heure. Le Fatah 1 est plus qu'un missile. C'est l'incarnation physique d'une nouvelle réalité militaire. Une réalité où la volonté politique, l'ingéniosité technique et la patience stratégique peuvent surpasser les mesures traditionnelles de la puissance militaire. En cette nuit brûlante de la fête du travail, l'Iran n'a pas seulement touché une cible. Il a annoncé au monde que l'ère de la domination technologique incontestée touche à sa fin. Les explosions au-dessus de la 91e division ont été entendues bien au-delà du champ de bataille. Elles ont signalé l'arrivée d'une nouvelle ère de guerre. Une ère définie par la vitesse hypersonique, le nombre écrasant et le courage de défier les superpuissances avec des solutions développées chez soi. Alors que le feu faisait encore rage dans les ruines du quartier général de la 91e division, les États-Unis ont été forcés de réagir. Quelques heures après la frappe iranienne, la Maison-Blanche a publié une condamnation fermement formulée, qualifiant l'attaque d'inacceptable et d'escalade dangereuse.
Le successeur du président Biden a juré un soutien indéfectible à Israël et promis que l'Amérique resterait aux côtés de son plus proche allié dans la région du Moyen-Orient. Le réflexe familier de l'aile pro-Trump serait d'appeler cela de la force, comme si le volume à lui seul pouvait recharger une batterie de défense aérienne. Sur le plan militaire, la réponse a été rapide sur papier, mais limitée dans les faits. Le Pentagone a immédiatement ordonné au groupe aéronaval du porte-avions USS Abraham Lincoln d'accélérer son déploiement vers l'est de la Méditerranée. 2 destroyers lance-missiles supplémentaires ont été redirigés depuis la mer Rouge. Des escadrons supplémentaires de F-35 ont été placés en état d'alerte renforcé en Europe et dans le Golfe. Pourtant aussi spectaculaires que ces mouvements aient pu paraître, ils ont révélé la réalité inconfortable de la projection de puissance américaine en 2026. L'USS Abraham Lincoln se trouvait à plus de 2300 milles nautiques lorsque l'attaque a eu lieu. Même à vitesse maximale, il lui faudrait près de 4 jours pour atteindre une position à partir de laquelle il pourrait lancer des frappes significatives. Les porte-avions américains demeurent des symboles formidables de puissance, mais face à un adversaire armé de milliers de missiles hypersoniques et antinavires, ils sont aussi des actifs vulnérables qui doivent être maintenus à distance sécuritaire. L'époque où les porte-avions pouvaient naviguer près de côtes hostiles en toute impunité s'efface rapidement. Un porte-avions ne se déplace pas plus vite parce qu'un rassemblement politique exige un titre plus rapide. Les efforts diplomatiques ont suivi immédiatement. Les États-Unis ont poussé pour une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies seulement pour se heurter à des menaces de veto de la Russie et de la Chine. Derrière des portes closes, des responsables américains ont pressé Israël de faire preuve de retenue tout en promettant des livraisons accélérées d'armes, dont des intercepteurs supplémentaires pour le dôme de fer et des munitions de précision. Toutefois, même ces promesses s'accompagnaient d'une reconnaissance discrète du fait que les stocks américains sont déjà sous forte pression en raison des engagements mondiaux en cours. La vérité géopolitique plus profonde qui émerge de la réponse de Washington est celle de la contrainte. Les États-Unis se retrouvent dans une position stratégique impossible. Ils doivent soutenir Israël publiquement et militairement. Pourtant, ils veulent désespérément éviter d'être entraînés dans une nouvelle grande guerre au Moyen-Orient. Les forces américaines sont déjà étirées sur plusieurs théâtres, soutenant l'Ukraine, dissuadant la Chine dans l'Indo-Pacifique et gérant les tensions en mer de Chine méridionale. Un conflit à grande échelle avec l'Iran exigerait des ressources que l'Amérique est de moins en moins disposée à engager. Les considérations économiques compliquent encore le tableau. Les dégâts estimés à 426, 2 milliards de dollars après une seule nuit de frappes iraniennes, paraissent modestes en comparaison du coût potentiel d'une guerre régionale prolongée. Les prix du pétrole ont bondi de plus de 12% dans les 24 premières heures, envoyant des ondes de choc à travers les marchés mondiaux. Les consommateurs américains, déjà confrontés à l'inflation, ressentiraient la douleur à la pompe, tandis que les budgets de défense subiraient une pression encore plus forte pour remplacer les intercepteurs coûteux dépensés dans de vaines tentatives de protéger Israël. C'est là que les discours durs rencontrent la pompe à essence, et la pompe à essence n'applaudit pas les slogans de campagne. Le plus révélateur était peu être le ton provenant du Pentagone. De hauts responsables ont admis en privé que la technologie actuelle de défense antimissile des États-Unis demeure inadéquate face à des attaques hypersoniques massives. Des années de concentration sur des systèmes coûteux et haut de gamme ont laissé des failles que l'Iran a maintenant exploitées sans pitié. La question inconfortable posée à Washington est de savoir si les États-Unis peuvent continuer à garantir la sécurité de leurs alliés lorsque ceux-ci affrontent des adversaires prêts à utiliser un nombre écrasant d'armes. Relativement abordable, cette crise expose aussi les limites de la dissuasion américaine. Pendant des décennies, le parapluie nucléaire américain et la supériorité conventionnelle ont contenu les adversaires régionaux. Le 1er mai, cette dissuasion a été mise à l'épreuve et s'est révélée insuffisante. L'Iran a calculé apparemment avec justesse que les États-Unis répondraient par des mots forts et des mouvements militaires symboliques plutôt que par des représailles immédiates et écrasantes. Alors que les porte-avions traversent l'océan et que les diplomates multiplient les appels, l'Amérique fait face à une réalité nouvelle et dégrisante. Le moment unipolaire qui a défini l'ère de l'après-guerre froide s'estompe. À sa place émerge un monde multipolaire où des puissances régionales comme l'Iran, appuyées par le soutien discret de la Russie et de la Chine, sont prêtes à défier directement les alliés américains. Les États-Unis possèdent encore une force militaire et économique énorme, mais leur capacité à projeter une puissance décisive partout, en tout temps, n'est plus absolue. Les prochains jours mettront le leadership américain à l'épreuve comme jamais auparavant. Washington va-t-il escalader pour protéger sa crédibilité? Ou cherchera-t-il une voie vers la désescalade afin d'éviter une guerre plus large? Les images du quartier général en flammes de la 91e division servent de rappel brutal que les règles du jeu ont changé. Le statut de superpuissance ne garantit plus l'immunité contre des surprises coûteuses. L'histoire observe la réponse de l'Amérique
Les groupes aéronavals sont en mouvement. Les déclarations sont publiées. Mais les limites de la puissance n'ont jamais été aussi visibles qu'elles le sont ce soir. Au-delà des missiles, des radars et des milliards investis en matériel, se trouve une force qu'aucun satellite ne peut détecter et qu'aucune somme d'argent ne peut acheter, la volonté humaine indestructible. Dans la nuit du 1er mai, l'Iran n'a pas simplement démontré une capacité technologique. Il a démontré quelque chose de beaucoup plus puissant, la force d'une nation qui a choisi de combattre selon ses propres termes. Depuis plus de 4 décennies, l'Iran endure sanctions, assassinats, cyberattaques et menaces militaires constantes. Pourtant, au lieu de se soumettre, il a misé davantage sur l'autonomie et la détermination nationale. Les missiles Fatah, qui ont fait pleuvoir la destruction sur la 91e division, n'étaient pas seulement des armes. Ils étaient la preuve physique du refus d'un peuple de vivre à genoux. Voilà la différence fondamentale dans ce conflit. D'un côté se tient une nation qui lutte pour sa souveraineté, sa dignité et sa survie. De l'autre, une armée puissante qui, malgré sa technologie avancée, dépend fortement du soutien extérieur, du financement américain et des systèmes importés. Lorsque la détermination rencontre la dépendance, l'histoire a montré à maintes reprises quel camp possède la force la plus profonde. Les soldats, ingénieurs et dirigeants iraniens n'ont pas développé des missiles hypersoniques parce qu'ils avaient des ressources illimitées. Ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Ils ont travaillé sous des sanctions conçues pour briser leur esprit. Ils ont innové dans des installations souterraines pendant que le monde tentait de les isoler. Ce genre de pression détruit une nation ou la forge en quelque chose de plus fort. Le 1er mai, nous avons vu le résultat de cette forge. Je compare cela à la 91e division. Les troupes israéliennes sont hautement entraînées et courageuses, mais elles évoluent dans un système qui s'est habitué à la supériorité technologique et aux garanties extérieures. Quand cette supériorité a été neutralisée par le nombre pur et la vitesse, le choc psychologique a été immense. Des rapports du terrain décrivent non seulement une destruction physique, mais aussi une soudaine crise de confiance. La croyance selon laquelle notre technologie nous protégera toujours a été brisée en moins d'1 heure. La vraie puissance militaire n'a jamais seulement été une question d'armes. Elle repose sur la volonté d'endurer les épreuves, de se sacrifier et de continuer à se battre même lorsque les chances semblent écrasantes. L'Iran a montré au monde qu'une nation déterminée aux ressources limitées peut défier un adversaire lourdement armé et remporter des victoires tactiques importantes. C'est la puissance de la volonté nationale, le multiplicateur de forces invisibles qui transforme des armes ordinaires en instruments de l'histoire. Les explosions au-dessus du nord d'Israël portaient un message plus fort que n'importe quel missile. La technologie peut être contrée. L'argent peut être dépassé, mais un esprit indestructible est beaucoup plus difficile à vaincre. Dans la nuit du 1er mai, cet esprit a parlé avec 4400 voix de feu et le monde en ressent encore les répliques. En dernière analyse, les guerres ne sont pas gagnées seulement par le camp qui possède l'équipement le plus coûteux, mais par celui qui veut davantage la victoire. En cette brûlante fête du travail, l'Iran a rappelé cette vérité éternelle à tout le monde. La fumée qui s'élève des ruines de la 91e division n'est pas seulement l'après-coup d'un affrontement régional, elle marque un tournant historique dans l'ordre mondial. Dans la nuit du 1er mai, le monde est officiellement entré dans une nouvelle ère de multipolarité, où l'hégémonie américaine incontestée n'est plus une hypothèse, mais une illusion qui s'efface rapidement dans les flammes. Pendant des décennies, le système de l'après-guerre froide reposait sur une croyance simple. Les États-Unis et leurs alliés possédaient une supériorité militaire, technologique et économique écrasante que personne ne pouvait sérieusement défier. Cette croyance a été brisée au moment où 4400 missiles hypersoniques iraniens ont submergé les défenses tant vantées d'Israël. Ce qui s'est produit n'était pas seulement une défaite tactique. C'était l'effondrement visible de l'ancien modèle unipolaire. L'attaque a révélé la force d'un contre-axe émergent. L'Iran n'a pas agi seul. Derrière son succès se trouve un soutien discret mais substantiel de la Russie, de la Chine et de la Corée du Nord. Des technologies de guidage avancées, des matériaux, des connaissances scientifiques et une coordination stratégique ont clairement circulé à travers ce réseau. Pendant que les membres de l'OTAN débattent et hésitent, cette coalition lâche mais efficace de nations démontre une nouvelle façon d'équilibrer le pouvoir. Elles ne cherchent pas une confrontation directe avec les États-Unis partout, mais elles sont de plus en plus prêtes à défier les alliés américains dans leur propre région. Les implications sont profondes. Les nations du monde entier observent attentivement. Si l'Iran peut frapper avec un effet aussi dévastateur un partenaire des États-Unis lourdement défendu, alors l'ère de l'immunité absolue pour les alliés américains est terminée. Des pays qui avaient autrefois le sentiment de n'avoir d'autre choix que de s'aligner sur Washington explorent maintenant discrètement d'autres options.
Le mythe selon lequel la technologie occidentale garantit la victoire a été exposé. La détermination, le nombre et l'innovation asymétrique peuvent l'emporter. Un slogan peut promettre la domination éternelle, mais la carte a la fâcheuse habitude de se mettre à jour toute seule. Ce changement ne signifie pas que l'Amérique est faible. Les États-Unis restent la nation individuelle la plus puissante du monde. Cependant, leur capacité à dicter les résultats unilatéralement diminue. Le déploiement rapide de groupes aéronavals et les déclarations fortes ne peuvent cacher la réalité. Washington est de plus en plus forcé de gérer plusieurs crises avec des ressources limitées et un soutien public réticent envers de nouvelles guerres. L'ancien ordre s'effondre. À sa place émerge un monde décentralisé, compétitif et multipolaire. La Russie consolide son influence en Eurasie. La Chine étend sa portée économique et technologique. La Corée du Nord exporte son savoir-faire en matière de missiles. Et l'Iran prouve que les puissances régionales peuvent remodeler le champ de bataille. L'équilibre a basculé. Le 1er mai n'était pas le début de la fin de la puissance américaine, mais c'était le signal le plus clair à ce jour que l'ère de la domination unique est terminée. Les incendies au-dessus du nord d'Israël ont illuminé une nouvelle réalité mondiale. Aucun empire ne dure éternellement, et aucun système de défense n'est invincible lorsqu'il est confronté à une volonté collective et à une résistance coordonnée. L'histoire a pris un tournant. Le monde ne sera plus jamais le même. Les flammes au-dessus du quartier général de la 91e division s'éteignent lentement, mais le feu qu'elles ont allumé dans l'ordre mondial brûlera pendant des années. En cette nuit historique du 1er mai, l'Iran n'a pas seulement lancé des missiles. Il a lancé un nouveau chapitre de l'histoire moderne. Un chapitre où la détermination, l'innovation et la volonté nationale brute peuvent défier même les alliances militaires les plus avancées de la planète. Les 4400 frappes hypersoniques Fatah 1 ont exposé les limites des technologies coûteuses, la vulnérabilité des superpuissances traditionnelles et l'aube d'une véritable multipolarité. Israël vacille. L'Amérique recalcule. Le monde regarde dans un silence sidéré tandis que les anciennes règles de la domination s'effondrent en temps réel. Ce dont nous avons été témoins était plus qu'une opération militaire. C'était la fissuration visible de l'illusion unipolaire qui a façonné notre monde pendant des décennies. La vraie question demeure donc, que se passera-t-il ensuite? Les États-Unis et Israël vont-ils escalader vers une guerre plus vaste et dangereuse? Ou finiront-ils par reconnaître les nouvelles réalités du champ de bataille? Les porte-avions et les déclarations fortes peuvent-ils encore garantir la sécurité à l'ère des essaims hypersoniques? Et comment ce basculement transformera-t-il les alliances à travers le monde? L'histoire ne se fait pas dans le silence. Elle se fait dans le feu. Le monde change. Ne détournez pas le regard. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.